Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour vous interroger sur le phénomène intelligence artificielle, sur ses aspects sociétaux, sociaux, culturels, éthiques, un petit peu techniques, et pourquoi pas politiques. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'une entrepreneuse qui s'est donné pour mission d'accompagner des dirigeants d'entreprises traditionnelles dans leur cheminement vers l'IA. Quelles questions il ou elle se pose ? Par quoi on commence sur l'IA quand il faut d'abord respecter une activité en cours qui fait déjà tourner une entreprise? Puis quel est le ton du discours à adopter? Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Vous pouvez nous retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, bien sûr sur notre app mobile, et puis sur la bande FM 93.1, le DAB+, et votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, et surtout de prendre 3 secondes, allez 3 secondes, c'est pas beaucoup, pour mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit pouce bleu sur YouTube. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Avec nos échanges dans Parlez-moi d'IA, nous nous sommes déjà interrogés sur la manière d'aborder l'IA avec les TPE ou les solo-entrepreneurs, avec des créatifs très impactés, avec des étudiants, des agents publics et même avec des enfants. Aujourd'hui, on va se pencher sur les PME et les entreprises plus classiques, les cabinets d'avocats, les entreprises de services à la personne, les boîtes qui ont parfois beaucoup d'employés, à qui il est utile de faire découvrir l'IA pour d'abord la démystifier, pour l'expliquer, pour la rendre accessible et peut-être pour commencer à l'utiliser dans certaines tâches et processus. On va sans doute aussi s'interroger sur la rencontre des mondes, celui des entreprises classiques qui venaient à peine de terminer une partie de leur transformation numérique, et auquel l'IA va rajouter une nouvelle couche et proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux bouleversements potentiels. Comment la nouvelle génération des consultants, des consultantes, des accompagnatrices en IA aborde ces dirigeants d'entreprise qui n'ont plus rien à prouver, qui font tourner leur business? Et puis tout ça pour leur dire que quelque chose de nouveau et de potentiellement impactant arrive fort et vite, et qu'il va falloir peut-être l'appréhender un petit peu, le tirer, le trier, se mettre dans de bonnes conditions pour l'intégrer en douceur. Comment on évite de parler trop technique et productivité pour également envisager les questions d'un point de vue social? Bah oui, il y a quand même un impact sur le travail, d'un point de vue éthique ou environnemental, et de pas être perpendiculaire avec les objectifs RSE quand même. Nombreuses questions, multiformes, complexes. Heureusement pour nous, notre invitée du jour a de l'énergie à revendre pour relever ces défis. Elle est totalement engagée dans ce type de démarche d'accompagnement auprès des dirigeants d'entreprise et elle va partager avec nous ses expériences et sa vision. Bonjour Marion Germain. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci. Parlez-moi d'IA, Marion. Mais d'abord, parlez-moi de votre parcours. C'est quoi votre formation? Vous êtes ingénieur? Alors absolument pas. Moi j'ai fait Sciences Po Paris, après avoir fait un bac littéraire spécialité musique option art plastique, donc absolument rien à voir sur le papier. Mais j'ai toujours été passionnée par le monde d'internet, le digital, puis l'intelligence artificielle. Et après Sciences Po et un passage à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé chez IBM, où j'ai pu me rapprocher encore un petit peu de la tech, et puis c'était le début de l'informatique quantique. Donc c'était un moment aussi assez passionnant, avant de rejoindre une start-up qui s'appelle Doctrine, qui est une start-up d'intelligence artificielle appliquée au droit, et notamment aux professionnels du droit. Alors on va revenir un petit peu, parce que moi j'ai vu des choses quand même sur votre profil LinkedIn. À Sciences Po, vous avez cofondé SOS Sciences Po. Oui. Ça m'intéresse de savoir ce que c'est qu'SOS Sciences Po et à quoi ça sert. Alors SOS Sciences Po, c'est donc une association loi 1901, qui est aujourd'hui reconnue officiellement par Sciences Po, ce qui n'était pas rien au départ, qui est destiné à aider toutes les personnes qui étaient dans ma situation, à savoir des personnes qui n'habitaient pas nécessairement à Paris, qui ne connaissaient pas ce monde-là, qui n'avaient pas une cousine, un grand-père, un oncle qui avait fait Sciences Po et qui n'avaient pas accès à l'information. Et on pourrait y revenir, je pense, au long de ce podcast, mais l'accès à l'information, c'est quelque chose d'absolument décisif. Et puis toutes les prépas pour préparer Sciences Po étaient privées
et était très cher. Ah mais c'est pas pour rien que j'y reviens, parce que je pense qu'effectivement, déjà à l'époque, vous vouliez démocratiser l'accès à quelque chose qui vous parlait et qui vous semblait important. Il y avait 2 points. C'était lutter contre l'autocensure, se dire qu'on en était capable même si ça nous faisait peur, et puis pouvoir y accéder grâce à l'information. Donc aujourd'hui, l'association aide environ 1/3 des nouvelles promos qui arrivent à Sciences Po gratuitement, en leur donnant accès à l'information, en les aidant à s'entraîner pour l'examen d'entrée. Et c'est vrai que c'était une grande fierté d'avoir pu accompagner autant d'étudiantes et d'étudiants à rentrer à Sciences Po gratuitement, en démocratisant l'accès à cette école. Bon voilà, du coup maintenant vous savez ce que c'est qu'SOS Sciences Po. Et chez IBM, alors oui. C'est le plongeon dans la tech. Le plongeon dans la tech, ça restait très éclectique et finalement aussi assez transversal, puisque j'étais directrice de cabinet d'un des directeurs généraux. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier comme atmosphère et comme ambiance. C'est là où vous avez commencé à croiser Watson ? Tout à fait. Qui est Watson X maintenant, oui. Qui est l'intelligence artificielle et j'allais dire le grand format IBM, notamment pour accompagner les chercheurs dans un domaine particulièrement médical, mais pas que, et justement pour implémenter l'intelligence artificielle et permettre à IBM de faire le grand virage entre le hardware puis le software et maintenant l'IA. D'accord. Et puis ensuite Doctrine. Donc Doctrine, c'est quoi ? C'est une start-up ? Maintenant plus vraiment. Quand j'ai rejoint Doctrine début 2020, donc quelques mois avant la pandémie, on était une 60aine. Maintenant, c'est une entreprise qui compte plus de 110 personnes, donc qui commence à grossir gentiment. Quelle l'activité de Doctrine en fait ? Donc l'activité de Doctrine, c'est principalement de constituer un algorithme, et donc ça m'a permis aussi de suivre le développement de l'intelligence artificielle sur les 5 dernières années. Ouais. Et ces 5 dernières années ont été particulièrement prolifiques sur le développement de l'IA, pour justement aller apporter de l'aide et de façon peut-être plus concrète, un accompagnement, un support technologique aux avocats, aux juristes, pour les aider à gagner du temps, à être plus productifs et être sûr de passer à côté d'aucune information, parce qu'avec l'inflation législative et normative qu'on connaît, c'était trop pour le cerveau humain finalement de pouvoir réussir à concentrer et à visualiser l'intégralité des informations existantes. Mais c'est-à-dire que c'est déjà disponible, tous ces corpus de données ? Tout à fait. Disponible mais explosé et pas forcément digitalisé. D'accord. Donc Doctrine rassemble tout ça dans un même lieu ? Exactement. Rassemble tout ça sur une même plateforme qui est accessible donc directement en ligne. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est lancée justement sur l'intelligence artificielle générative, dont on aura aussi l'occasion de parler par la suite. D'accord. Pour apporter davantage de valeur ajoutée aussi au cerveau humain. D'accord. Donc l'entreprise, en fait, elle rassemble tous les contenus juridiques, tous les textes, toutes les jurisprudences. Les textes, les jurisprudences, les contenus européens, internationaux. Elle se sert déjà d'un algorithme qu'on peut qualifier d'IA pour les indexer, j'imagine... Pour les centraliser, ouais. Et surtout pour créer du contexte. D'accord. Parce que c'est bien la valeur brute, ouais. La data brute, mais c'est mieux quand c'est contextualisé et pas forcément sous un angle éditorial particulier, mais quand on peut lier une jurisprudence à une directive européenne, à une loi par la suite, à des commentaires d'auteurs, etc. D'accord. Et puis du coup maintenant, avec l'IA générative, c'est une manière d'interagir avec ce contenu, j'imagine, de pouvoir l'interroger, voir ce que ça répond. D'accord. Donc là, vous étiez en plein dedans, en fait, déjà. Totalement. Vous avez déjà tout vu à cette époque-là. Et puis, aujourd'hui, vous lancez dans une activité d'accompagnement, oui. D'entreprise. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui de comprendre, de voir avec vous. C'est quel type de clients que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors, je ne discrimine pas. Non, donc, c'est tout type de clients, ouais. Mais de façon peut-être plus concrète. Principalement, donc, des petites et moyennes entreprises, mais également beaucoup de cabinets d'avocats, forcément. Ouais. J'ai une petite coloration juridique, même si ça n'est pas exclusif. Mais l'objectif est vraiment d'accompagner, de former les dirigeants et dirigeantes d'entreprises ou les associés de cabinets, mais aussi d'acculturer leurs équipes. Il y a des spécificités, des approches de l'IA dans le domaine justement du droit et comment qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour un cabinet d'avocats je dirais la culture en général. Ouais, c'est-à-dire c'est des milieux où l'arrivée d'une nouvelle technologie finalement n'est pas forcément toujours évidente. Ouais. Changer les habitudes aussi qui sont ancrées parfois. Alors depuis des millénaires, ce serait un petit peu exagéré, mais voilà une culture d'entreprise qui est parfois un petit peu immuable, où le changement fait peur aussi. Et puis il y a des enjeux forts de confidentialité client. Faut pas se tromper. Ouais.
L'avocat, il est encore vraiment, il aime bien se mettre dans une bibliothèque. C'est l'image qu'on a. Il se met dans une bibliothèque autour de livres avec les jurisprudences autour de lui pour préparer son dossier, c'est ça? Alors c'est l'image qu'on a effectivement. Certains et certaines oui, mais d'autres ont pris le chemin de la digitalisation il y a depuis déjà un petit bout de temps. Et moi, mon objectif, c'est de les accompagner justement pour trouver leur propre équilibre de façon un petit peu hybride, mais qui correspondent à leur identité, à leur vision et à leur cabinet. Et vous faites pas que des cabinets d'avocats, vous travaillez aussi avec d'autres types d'entreprises. Ouais. On parlait en préparation de cette émission d'entreprises de service à la personne. Tout à fait, ouais. Qui utilisent du coup des algorithmes de mise en relation entre des prestataires et puis des particuliers ou des entreprises, et où l'IA du coup a un rôle très important dans la personnalisation, dans la bonne recommandation, dans les avis aussi. On peut utiliser énormément d'approches différentes justement pour aider à la fois les employés mais aussi les potentiels clients de ces entreprises à bénéficier d'un service qui soit plus qualitatif, qui soit plus agréable, qui soit parfois plus utile aussi et plus juste grâce à l'intelligence artificielle. Vous me disiez aussi que vous travaillez beaucoup avec les services RH de ces entreprises. Tout à fait. Pourquoi la RH en particulier ? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils sont un peu au cœur du réacteur. C'est eux qui organisent tout ce qui est formation, qui ont une vision globale aussi des besoins. Par exemple, moi je vais pas aller faire de formation technique à des ingés qui codent depuis 10 ans, ça n'aurait absolument aucun sens. Oui. En revanche, donner une petite coloration technique de pure compréhension à des personnes qui n'ont jamais touché une ligne de code, ça peut être intéressant, et apporter une vision un peu plus éthique, presque un peu plus philosophique à des ingénieurs, ça peut être aussi pertinent. Donc les RH arrivent à faire ce tri-là. Et puis ça intéresse aussi les RH d'une façon plus générale, parce que aujourd'hui c'est perçu par certaines entreprises, en tout cas le fait de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir mieux maîtriser, de pouvoir s'approprier en tant que collaborateur, en tant que membre d'une équipe l'intelligence artificielle, c'est perçu comme une forme de bien-être au travail et quelque chose qui est accordé finalement aux employés d'une entreprise. Donc c'est presque utilisé comme une forme d'attractivité pour une entreprise de pouvoir être formé au sein de son travail à des outils qu'on va peut-être utiliser le soir en rentrant à la maison aussi. Et puis après, il y a les dirigeants eux-mêmes, en fait. Tout à fait. Alors ça m'intéresse beaucoup. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. D'abord, quel type de profil de dirigeant vous avez accompagné, et finalement sous quelle forme? C'est-à-dire que j'imagine que ça se fait pas en plénière devant tout le monde d'accompagner un dirigeant. Alors figurez-vous que ça peut prendre ces deux formes. Ça peut être en plénière, ça peut être en coaching individuel. Les types de dirigeants, franchement, je dirais pas que j'ai tout vu, c'est impossible. Oui. Mais en termes d'âge, vous pourriez être très surpris. D'accord. C'est-à-dire que voilà, l'âge n'est pas forcément ni nécessairement corrélé à une forme de technophilie. Ouais. Je rencontre des personnes très jeunes qui ont peur de l'IA, qui n'ont pas du tout envie de s'y frotter, et des personnes beaucoup plus âgées qui sont un petit peu plus friandes du sujet. Ça peut être des hommes comme des femmes, bien évidemment. Ça peut être des dirigeants qui travaillent plutôt seuls ou en équipe. Et voilà, certains vont avoir besoin finalement de s'approprier les enjeux, donc d'être accompagnés avant d'accompagner eux-mêmes leurs équipes. Un vrai besoin, une vraie demande finalement de compréhension et de maîtrise du sujet. Et d'autres vont souhaiter, ça m'est arrivé très récemment en cabinet d'avocat, que je puisse intervenir en réunion de conseil d'associés devant 50 associés pour expliquer en quelques mots comment l'intelligence artificielle pouvait apporter une plus-value. Alors peut-être venir bouleverser, mais moi j'aime bien parler de révolution douce, en tout cas avoir une vraie valeur ajoutée pour l'activité du cabinet. Et concrètement, une question, les questions qu'ils vous posent, notamment les dirigeants un peu frileux, ceux qui sont convaincus. C'est ceux que je préfère. Oui, c'est super, parce que du coup, c'est quoi les questions qu'on vous pose en premier quand vous arrivez, on vous dit... Le grand classique, c'est moi j'aime pas l'IA, ça me fait peur, j'ai jamais voulu m'y intéresser, mais je vois que je n'ai plus le choix. Ouais. Comment vous pouvez m'aider? Donc là, tous les champs des possibles sont ouverts. C'est ce que je préfère parce que c'est le moment où finalement la première compétence, c'est de savoir écouter. Donc écouter pourquoi ces peurs, pourquoi parfois des interrogations qui sont totalement légitimes, quelle est finalement la vision de la personne, et il faut pouvoir l'écouter et l'entendre pour pouvoir mieux la conseiller, faire du vrai sur-mesure et pas du sur-mesure marketing ou juste sur le papier, mais justement pouvoir essayer de répondre alors à une crainte, parfois explorer cette crainte pour voir si elle est infondée ou justifiée, et ensuite pas à pas aller finalement aider le dirigeant ou la dirigeante dans une forme de meilleure compréhension, que ce soit technique, que ce soit éthique, que ce soit concernant les perspectives de développement de l'IA, rassurer aussi beaucoup, évidemment, alors sans fausses promesses et sans tomber dans une forme d'angélisme, mais
sortir aussi un peu des fantasmes et de la dystopie classique auxquels on est confronté quand on parle d'intelligence artificielle, et voir quel peut être mon accompagnement pour accompagner en douceur, mais avec des arguments techniques et concrets, les besoins de la personne que j'ai en face de moi. Et sans trahir des secrets de cuisine, c'est quoi finalement une démarche? Comment vous articulez une démarche? Alors j'imagine qu'il n'y a pas de démarche type dans ce que vous nous décrivez, mais comment vous l'organisez une démarche d'accompagnement finalement? Ça se passe généralement sur une première rencontre que je préfère physique. Ouais. Je trouve ça plus sympa. Et puis ça permet aussi de mieux comprendre vraiment qui j'ai en face de moi. Écouter beaucoup quelles sont les appréhensions. Définir ensemble quels sont les besoins, parce que parfois c'est pas très clair non plus dans la tête des dirigeantes et dirigeants qui viennent me consulter, et puis leur proposer une feuille de route. Moi j'aime bien appeler ça un menu. Voilà, c'est un menu complet. J'adore manger et j'aime bien la gastronomie, donc c'est quelque chose qui me parle assez naturellement, et l'objectif c'est en fonction des besoins identifiés, des axes à développer pour le dirigeant, la dirigeant, ou pour son entreprise ou son cabinet, de proposer finalement une roadmap logique, cohérente, complète. On peut prendre l'intégralité du menu, ça nous permettra vraiment d'avoir quelque chose de très exhaustif, où on peut choisir à la carte, au sein de ce menu, quelles activités, quels ateliers, quelles formations on souhaite déployer. Donc ça peut être un audit, ça peut être une formation d'initiation à l'intelligence artificielle pour l'intégralité des collaborateurs d'une entreprise par exemple, ça peut être des formations techniques beaucoup plus spécifiques, ça peut être un atelier pour constituer une charte éthique au sein du cabinet, ça peut être préparer des éléments de conseil pour des communications pédagogiques externes ou internes. Voilà, ça peut prendre des formes multiples et variées, et ce que je préfère, c'est quand j'arrive à déterminer avec un client potentiel un format que je n'ai encore jamais exploré. Oui, construire pour lui quelque chose de particulier. Exactement. Vous avez aussi évoqué la question de construction d'une charte pour l'entreprise. Oui. On y reviendra juste après la pause musicale que je vous propose maintenant, parce qu'on est à la moitié de notre émission. Ce morceau m'a été une nouvelle fois conseillé par Axel. Il s'agit de Mira, qui chante Rien de sensationnel, mais peut-être qu'il y a rien de sensationnel, mais c'est quand même important de rentrer dedans. Pour ceux qui nous écoutent en courant, c'est le moment de ralentir, hein, c'est la phase calme de votre séance de fractionné. Allez, on écoute Mira. J'ai demandé pardon solennel, faute entre elles. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres, et tout le monde le répète après. Je me mélange pas là, c'est plein de faux. J'ai tout bien là comme il faut. Ils aiment pas être solo, ça va avec. Rien de sensationnel. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes bruits. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes bruits. Il y a eu trop de larmes là, j'ai gâté le make-up. Je la vois la vie, la vraie. Du moche, du sale, du joli et du fucked up. Et Dieu sait après. Papa est dans la lune, maman sous la pierre. Et moi je suis perdu. Je joue plus de guitare, non je fais des prières dont je me rappelle plus. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes bruits. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes bruits.
Merci Mira, merci Axel pour le reco. Vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio, en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on écoute Marion Germain nous partager sa façon d'accompagner les dirigeants d'entreprises classiques, s'orienter vers l'IA. Marion, on évoquait juste avant la pause cette question de construire des chartes. Et dans notre préparation, vous me disiez que finalement c'était un bon outil justement pour faire rentrer une entreprise, une organisation dans cette question-là, de s'interroger finalement sur comment on aborde de l'IA et avoir finalement un produit à créer en commun autour de cette question-là. Comment vous abordez cette question de la charte ? Qu'est-ce qu'on en tire en fait, cette question de la charte en entreprise ? Alors vous avez employé un terme qui m'est cher, c'est la question de construire. Donc c'est déjà de ne pas arriver avec des idées toutes faites. Je suis pas très fan des do, des don't, des bonnes pratiques ou des choses à ne surtout pas faire. Alors il y a des évidences, bien évidemment, et des questions de bon sens. Mais l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, en fonction de la situation d'une entreprise ou d'un cabinet, de ses objectifs, de pouvoir déterminer ensemble, souvent sous la forme d'ateliers, une forme de ligne directrice, une marche à suivre, des recommandations aussi qui vont être appropriées, encore une fois, à chaque type d'entreprise. Et l'objectif justement de la construction et de la rédaction de ce type d'outils, donc de chartes, ça va être de permettre une meilleure appropriation. C'est-à-dire que ceux qui vont l'utiliser sont ceux qui l'auront construite, qui l'auront écrite, qui l'auront pensée. Et l'idée, c'est de se dire quelle application de l'intelligence artificielle on a envie de mettre en place en interne, en externe, comment est-ce qu'on a envie d'en parler, comment est-ce qu'on a envie de s'en servir, quelles vont être ces applications, où est-ce qu'on s'arrête. Et ça, c'est des choses très importantes justement pour permettre une meilleure appropriation, donner envie aussi aux équipes de s'en servir et de l'utiliser au quotidien, et de bien l'utiliser pour pouvoir justement en tirer le meilleur, tout en laissant pas le cerveau de côté. Et dans ce cas-là, c'est un peu la co-construction aussi qui est importante dans la démarche. Oui. Aucune charte n'est toute faite et aucune charte n'est identique. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah ben oui Elisa. Et Marion, je vous ai expliqué que nous sommes écoutés depuis le début de cette émission par une co-animatrice IA qui s'appelle Elisa et qui est très curieuse. Vous essayez de mieux comprendre les IA, j'essaie de mieux comprendre les humains. Oui, ça, on sait bien que maintenant vous essayez de mieux comprendre les humains, on l'a bien saisi. Alors Elisa, vous avez une question pour l'invité ? Concernant l'IA, quels sont les 2 points sur lesquels tout le monde doit être acculturé ? Donc là, notre IA, elle a compris que vous accompagnez des gens. Elle a peur pour elle ? Je sais pas. Elle se demande en tout cas, c'est quoi les points clés d'acculturation par lesquels peut-être vous commencez dans vos démarches ? Oui. Merci Elisa du coup pour cette question. Le premier point clé évidemment c'est la question de la transparence et de la connaissance du sujet. Je pense que c'est important pour les dirigeants mais aussi pour leurs équipes de comprendre de quoi on parle. Donc encore une fois l'idée c'est pas d'aller s'enferrer dans des termes techniques et des choses trop compliquées, mais voilà, d'avoir une vision finalement objective, historique, contextualisée sur ce qu'est l'IA et ce qu'elle peut potentiellement être. Et puis, le deuxième point extrêmement important, c'est cette question d'appropriation. C'est ce qu'on a envie d'en faire. Comment est-ce qu'on a envie de se comporter vis-à-vis de l'IA ? Comment est-ce qu'on a envie de finalement l'intégrer ou pas ? Quelles sont les limites qu'on veut poser ? Et je pense que quand on s'approprie une notion, un concept, déjà, ça nous fait moins peur et surtout, on l'utilise mieux. Et quand vous arrivez avec ces recommandations, ces points d'acculturation, je vais vous poser une question parce que je me dis que vous vous retrouvez des fois avec des dirigeants d'entreprise qui sont là, qui sont installés, qui ont une entreprise depuis longtemps, et puis ils vous voient arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une petite question générationnelle quand même ? Est-ce qu'une jeune femme trentenaire qui vient leur expliquer un peu ce qui est en train d'arriver, comment ça vous abordez cette question-là finalement ? Merci pour cette question. Je suis assez curieux de voir comment on peut aborder ces questions-là. Moi, c'est vrai que la question transgénérationnelle a toujours fait partie finalement de mon quotidien, de mon parcours, parce qu'entre l'Assemblée, donc la politique, IBM, un monde d'hommes un petit peu plus âgés que moi, et puis le monde du droit, ça a toujours été une question, mais qui m'a jamais vraiment fait peur. Vous êtes habitué en fait. Oui, et puis je pense que c'est une question de posture et de positionnement, c'est-à-dire arriver naturellement, absolument, de ne surtout pas arriver avec un positionnement où je vais leur annoncer que je vais révolutionner leur façon de fonctionner, où je vais leur apprendre la vie, alors que la plupart ont 20 ou 30 ans de bouteille. Donc parfois ça les rassure aussi.
finalement, de se dire que ils vont être conseillés, accompagnés par quelqu'un d'a priori plutôt jeune, qui du coup a une vision extérieure, fraîche, un petit peu moderne aussi de la chose. Et puis c'est gagner la confiance, comme dans tout type de relation. Donc parfois c'est pas gagné, et c'est aussi ce que je préfère, le goût du challenge. C'est vraiment de créer cette confiance, à la fois sur la crédibilité, la légitimité d'accompagnement bien évidemment, et puis ensuite sur un accompagnement que je préfère aussi parce que du coup il permet une forme de complémentarité des regards, je pense que c'est assez visible dans mon approche qu'il y a une vraie volonté de ne pas casser ce qui a été construit, mais d'aider à construire encore mieux. Et là-dessus, si vous le permettez, j'aimerais bien aborder une notion qui m'est chère, qui est la notion de l'intelligence collaborative, qui est en fait comment est-ce que l'intelligence artificielle peut venir aider l'humain à s'améliorer, et comment l'humain peut aider l'intelligence artificielle à s'améliorer elle-même pour l'aider à s'améliorer dans une forme vraiment de cercle vertueux. Et un exemple très classique, mais qui parlera sans doute à beaucoup de gens, c'est la notion du jeu d'échecs, puisque en 1997, Deep Blue d'IBM bat Kasparov. Voilà, tout le monde connaît cette anecdote. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, donc un an après, Kasparov invente une nouvelle façon de jouer qui s'appelle le cyber chess, qui permet en fait de jouer pour un humain accompagné par une machine, une intelligence artificielle. Et depuis, s'est développée une troisième version, une troisième technique de jeu d'échecs qui s'appelle speed chess. Et en fait, c'est un homme et une IA qui permettent de battre l'IA toute seule. Ah oui. Donc c'est dans un temps limité. D'accord, une vraie collaboration entre l'homme et l'IA. Et en fait, on se rend compte que l'IA peut battre l'homme d'un point de vue purement technique, rapidité, etc. Mais qu'en revanche, quand l'homme et l'IA travaillent ensemble, ils battent et l'homme et l'IA. Ah oui. Et ça, je trouve qu'en termes de perspective de développement dans des domaines essentiels, notamment comme la santé ou l'éducation et l'environnement, ça peut donner de très belles perspectives. Bel exemple. On essaiera de mettre une ressource et un lien en description de cette émission pour que vous puissiez retrouver cette ressource. Vous me parliez aussi en préparation de cette émission aussi de la clé d'entrée éthique vis-à-vis de l'IA et vis-à-vis des entreprises. Comment justement on fait comprendre que c'est pas que de la technique, que c'est pas que de la performance et qu'il faut se poser des questions autres vis-à-vis justement du business ou vis-à-vis de l'écosystème de l'entreprise d'un point de vue éthique. Alors moi, c'est vrai que c'est une notion qui m'est chère, et d'ailleurs c'est la façon dont je présente mon activité de façon habituelle. C'est effectivement un accompagnement de l'intelligence artificielle par le prisme, finalement, par le biais de l'éthique. C'est intéressant que j'utilise le mot biais parce que c'est justement une des choses pas que je combats, mais en tout cas sur laquelle je travaille et je m'interroge. Je pense que voilà, l'intelligence artificielle peut amener énormément de choses, qu'elle est nourrie d'enjeux qu'elle apporte et aussi auxquels elle répond d'un point de vue éthique. Donc quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut toujours être attentif à certaines choses. J'ai parlé de la question de la transparence parce que parfois certains modèles peuvent faire peur et ça peut créer une forme de scission et d'empêchement dans son utilisation. Il y a une vraie question de biais. Comme l'intelligence artificielle, la plupart des modèles travaillent sur des modèles de data, donc des données qui sont historiques et qui sont des données qui sont utilisées sur les dernières années pour préparer des évolutions. C'est pas forcément une évidence. Donc pour vous donner un exemple de biais très classique auquel beaucoup d'entreprises font face, c'est notamment le biais de recrutement, qui est assez connu également. C'est quand une IA aide à recruter des candidats pour un poste, si les données sur lesquelles l'IA se base sont déjà biaisées parce que traditionnellement, historiquement, on a plutôt employé des hommes d'un certain âge sur ce type de poste, une femme un peu plus jeune ou un peu plus vieille d'ailleurs aura moins de chance parce que un biais aura été déjà présenté et sera déjà présent dans cette base de données. Et si on identifie ça, non seulement encore une fois on aide l'IA à s'améliorer, mais on aide aussi l'humain à mieux recruter. Et puis il y a effectivement des questions de responsabilité aussi qui se posent dans beaucoup plus d'applications, que ce soit juridique ou pas, mais de responsabilité sur ce que va amener l'IA. On va le voir notamment avec des sujets dans le futur comme les voitures autonomes, comme la médecine, comme on a aujourd'hui des médecins qui opèrent à distance d'un pays à un autre avec des robots. Voilà, où se place la responsabilité, ça c'est très important. Et puis je pense qu'il y a vraiment une question de quoi,
comment a-t-on envie d'utiliser l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on a envie que ce soit vraiment un accompagnateur ou est-ce qu'on a envie que ce soit une technologie qui vienne remplacer l'humain ? C'est la grande peur qui est classique, qui était d'ailleurs la même qu'en 1900 avec l'arrivée de l'électricité. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient qu'on allait finalement remplacer leur boulot à cause de l'arrivée de l'électricité, outre les autres risques présentés. Et je pense que c'est une vraie question de positionnement, une vraie réflexion aussi à mener sur le fait que l'intelligence artificielle peut, encore une fois, quand elle est utilisée à bon escient, aider l'humain plutôt que de le remplacer. Merci beaucoup Marion, c'est l'heure de conclure. Merci pour votre témoignage et pour tous vos partages sur la manière d'aborder justement ces clients particuliers et cet accompagnement particulier. On vous retrouve sur LinkedIn pour prendre contact avec vous. N'hésitez pas. et bonne route à vous alors. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Marion, à bientôt. Merci aussi chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que Parlez-moi d'IA. N'hésitez pas à aiguiser votre curiosité sur causecommune.fm pour découvrir nos autres programmes. À bientôt.